Bienvenue à la Maison des Scénaristes pour cette rencontre masterclass avec deux auteurs qui ont 2 films en compétition. Je crois que Thomas, c'est 3 même, il me semble. Oui. Donc pour Dipan, où ils sont co-scénaristes de Jacques Audiard, et puis pour un film à la Semaine de la Critique, je crois, je me souviens plus du titre. Oui, ça s'appelle Ni le ciel ni la terre. Voilà, et puis parce que je l'ai découvert assez tardivement, c'est le premier film de Clément Cogito. D'accord. Voilà. Et puis pour le premier film de Thomas en tant que réalisateur, où Noé est scénariste. Voilà. Et nous sommes des cowboys, nous sommes très heureux de les accueillir. Merci. Super. Sarah, tu commences ? Alors on est très heureux parce qu'on a reçu Thomas déjà l'année dernière, donc on est très heureux de changer la formule. Très heureux de changer la formule et de recevoir aussi Noé cette année, qui partage beaucoup de choses avec Thomas, le travail depuis plusieurs années ensemble. Alors voilà, du coup je pense que c'est une bonne introduction de savoir comment s'est fait le début de votre collaboration. Je crois que ça fait longtemps que vous travaillez ensemble et qu'il y a une vraie amitié, quelque chose d'assez fort qui s'est développé entre vous deux. Enfin, au niveau du... Non, peut-être pas, remarque. Ouais. Si, quand même. Je pense que pour travailler comme lui, ça... il n'a pas de sentiment, il a le cœur sec. Moi, je m'occupe, c'est les émotions, c'est moi. Et lui, il a la structure. Et tout. Ouais. Mais donc, tu veux raconter ? Oui, je veux bien raconter comment on s'est connus. La prison, c'est à la fois une punition et en même temps, c'est une façon de faire des rencontres. Et donc, une fois, j'ai fait je suis venu parler dans la... Il faut que je parle dans le micro. Ou je sais pas quoi. On va monter le son. Ok, non mais ça va. Voilà, c'est ce qui allait arriver. En tout cas, voilà, une fois que je suis venu parler comme ici, voilà, et puis à la fin tout le monde dit il faut que vous lisiez mon scénario s'il vous plaît, lisez mon scénario. C'est ce qui va se passer tout à l'heure. Qui a un scénario à faire lire ? 1, 2, 3, 4, 5, voilà. Et donc voilà. Est-ce qu'il y en a un sur le sang contaminé ? Non, mais souvent il y a des scénarios comme ça ou un thème. Et puis voilà. Et puis Noé a pris le mail que j'ai donné et qu'est-ce qu'il m'a dit ? Et voilà, il m'a envoyé un très gentil mot en disant que chose qui est très vraie. On va en parler tout à l'heure puisque si on parle du métier de scénariste, il m'a dit le métier de scénariste c'est un métier d'artisan. Et si vous avez besoin d'un apprenti, voilà, il s'est proposé de venir. Et donc voilà, et ça, c'est ce qui s'est passé. On s'est rencontrés, j'ai proposé à Noé un boulot qu'il a fait à ma place, je crois. Et voilà, pour de l'argent qu'il n'a jamais vu. Et c'était la bonne façon de l'introduire au métier de scénariste. C'est-à-dire qu'on est dans l'ombre et on est assez mal payé. Et en tout cas, pas ce qu'on avait dit. donc voilà. Et donc il a vu ça et malgré ça, il est resté. Et donc voilà. Et on a commencé à travailler. On a écrit... Vraiment, je ne sais pas combien de scénarios on a écrit ensemble, tu sais ? Qui se sont... qui se sont faits, qui se sont tournés. On a commencé beaucoup. On n'a pas toujours fini pour... mais qui ont été tournés. 3. Il y en a 3. Il y a la Résistance de l'air qui Dipan. sort en juin. Il y a Dipan et les cowboys. Et les cowboys, voilà. 3. Et un ordre d'idée de... On a fait plein d'autres trucs. Après, on a écrit d'autres choses ensemble, mais qui n'ont pas été tournées, voilà. À la louche comme ça. À peu près autant, je penserais, non ? Ouais, après c'est beaucoup. Il y a quand même pas mal de projets sur lesquels on est allé au traitement, et puis ensuite, par exemple, l'acteur qui doit le réaliser, finalement, il veut plus. Ah oui, voilà. Ça, c'est un jour, vous verrez, vous écrirez pour des acteurs. Et puis ce sera une mauvaise idée. Voilà, et le film se fera jamais. Et qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà. Non, on a écrit le Fidèle aussi. Oui. Ouais. Donc on a dû en écrire 6, je pense, 5 ou 6 ensemble. C'est beaucoup, surtout qu'on écrit lentement. Et donc voilà, et donc ça fait, on s'est rencontrés il y a 7 ans, 8 ans ? 8 ans. 8 ans, voilà. 8 ans. Et depuis 8 ans, on travaille ensemble et on se voit très régulièrement. Et on s'appelle aussi souvent au téléphone. Voilà. Ouais, c'est une belle rencontre. Hein. Ouais. Parce que finalement, au départ, c'était pas... il y avait une part de hasard quand même. Ah oui. Ça s'est fait un petit peu au culot. Oui. C'est bien. Après, je pense que... Moi, j'avais 20 ans. Et je voulais vraiment devenir scénariste.
Et donc je m'étais fait toute cette petite réflexion du métier d'artisan, de tout ça. Et puis en réalité des scénaristes en France qui, je sais pas, vers lesquels se tourner. Surtout c'était un peu différent aussi le contexte, je trouve, du scénario il y a 8 ans. Ça a pas mal changé depuis. Parce que moi, quand je disais aux gens que je voulais être scénariste, ils me disaient non mais c'est pas vraiment un métier. C'est un truc que les gens font à côté pour filer un coup de main à un réalisateur, des choses comme ça. Donc il y avait finalement assez peu de gens vers lesquels je pouvais me tourner. Et donc c'est pour ça, Thomas. Et en quoi ça a changé alors depuis 7-8 ans ? Alors ce qui a changé pour moi, c'est que je travaille, mais par ailleurs j'ai l'impression que globalement, ça, je sais pas, je pense que tout ça doit quand même pas mal venir de l'influence de la série, enfin des séries américaines, une espèce de, je crois. Et donc un autre rapport à l'écriture. Je crois qu'il y a un soin, ou en tout cas une attention particulière portée à l'écriture qui est d'une nature assez différente de ce que c'était il y a 8 ans. Juste que voilà, maintenant le scénariste c'est quelqu'un sur le film. Et je sais pas si c'était tellement le cas avant, mais j'étais pas trop dans le game. Dans le négoce. Non, je sais pas non plus vraiment si ça a changé. Moi, je crois que ça a changé un peu, effectivement. Non, d'abord, il y a beaucoup plus de boulot à la télé, je pense. Parce qu'il y a les gens veulent faire des séries. Là, en ce moment, tout le monde veut faire des séries et du coup, tout le monde en propose et tout ça. Et ça c'est quand même récent. Et puis, mais après, au cinéma, je sais pas si au cinéma, ça n'a pas vraiment changé. Il n'y a toujours pas un marché du scénario. Il y a pas vraiment. On peut pas être scénariste comme ça sans travailler avec des réalisateurs. En France, je crois que c'est pas possible. On y travaille. Pour le marché du scénario. Ah oui. Et pour l'image, pour changer l'image, voilà. C'est important, pour faire reconnaître une profession. Il y a tout un travail de fond que font des syndicats ou qu'on fait nous ici, ça prend du temps, quoi. Ah oui. Ça, effectivement, ça a l'air en tout cas, parce que ça change pas des masses. Et donc, oui, voilà. Non, le statut du scénariste, il est particulier. Voilà, effectivement. Et c'est le statut des auteurs et un statut particulier. Et puis, je sais pas très bien quoi vous dire. En France, il y a cette tradition des auteurs qui fait que, voilà, il faut travailler avec un réalisateur de toute façon. Et du coup, on partage les droits. Et de toute façon, voilà. Et je pense que la télévision, il y a quand même beaucoup de travail là. Et surtout, il y a des équipes. Alors les gens, ils veulent travailler à l'américaine. Il faut monter. Il y a un showrunner, je sais pas quoi, le bureau des légendes. Je sais pas combien ils sont à l'écrire ou qui sont passés dessus en tout cas, mais je pense qu'il a donné du travail à 20 personnes ou 25 personnes. Et donc voilà, c'est quand même pas mal. Pareil, les revenants. Les revenants, il y a eu 3 générations d'auteurs, donc il y a dû y avoir 12 auteurs, je pense. Voilà, donc ça fait une série 12 auteurs ou une série 20 auteurs. Donc ça donne du boulot quand même. Voilà. Mais c'est la télé. La télé, c'est un autre bazar. Voilà. Parce que c'est la télé qui dit ce qu'il faut faire. Alors qu'au cinéma, c'est le réalisateur. Vous avez rencontré Thomas très jeune, donc du coup vous avez... Non, moi j'étais déjà vieux. Du coup vous avez... Du coup, comment il était? Vous avez pas... Enfin, j'imagine... Est-ce que vous avez déjà travaillé avec d'autres scénaristes où ça a plus ou moins bien marché? Parce que c'est vrai que c'est pas évident de trouver un duo comme ça. Souvent on fait beaucoup de tentatives. Il y a des gens avec qui on s'entend plus ou moins bien pour écrire. Là, du coup, ça a été la bonne personne du premier coup ou pas? Oui. J'avais vraiment bossé. Moi, j'avais un peu écrit des trucs de mon côté comme ça parce que parce que j'avais envie d'écrire. Mais c'était la première fois que je travaillais avec quelqu'un. Ensuite, c'était particulier parce que on n'était pas co-auteur, c'était pas ça le deal, quoi. Moi, j'étais vraiment apprenti. Donc au début, on faisait des réunions et puis c'était plutôt moi qui prenais des notes et Thomas qui parlait et puis et ça n'a pas énormément changé. Et donc et après, je rentrais et je rédigeais, je faisais des choses comme ça. Donc j'ai passé beaucoup de temps juste à apprendre de Thomas comment il élabore les films, comment il pense le scénario, le récit, les personnages, tout ça. Et ensuite, ce qui est agréable, c'est que vu que c'est lui qui m'a appris ça, maintenant on parle vraiment le même langage.
je crois. Donc quand on peut écrire vraiment très facilement. Ouais, et surtout on communique très vite. C'est-à-dire qu'on lit quelque chose, on a une idée, on en parle vite, on se comprend. C'est très agréable. Ouais. Mais après Noé, il y a une autre chose, c'est qu'il est très vite, il a écrit ses choses, il est très indépendant, donc c'était pas une relation c'était pas une relation de dépendance, c'était pas comme si j'avais traîné un gars ou je sais pas quoi et dire voilà. Et donc non, il a écrit ses scénarios, mais après je crois que je lis la plupart des choses que tu écris, ouais. Et puis je crois que tu lis la plupart des choses que j'écris quand on écrit séparément, et puis on se file des coups de main, on se parle de scènes, on se parle de situations, on se parle de projets aussi, voilà, j'ai envie de faire ça, est-ce que tu crois que c'est un bon truc? Ouais, absolument. Voilà. Et ouais, donc il y a quelque chose d'un peu collégial, puis il y a un peu un troisième mec dans la boucle. Oui, aussi, après maintenant. voilà, après on est, vous voyez, il y a Jacques qui est pas loin, il y a un Benjamin Charby qui est un scénariste qui fait partie un peu, voilà, ouais. Maintenant ça va fonctionner un peu comme un trio, qui est le troisième venu, et puis à côté de ça il y a aussi 2 ou 3 scénaristes qu'on connaît bien, et donc il y a une espèce de petite famille comme ça, vous voyez, on rencontre peu de scénaristes quand on est scénariste. On rencontre des réalisateurs, on rencontre des producteurs, voilà, et non, c'est ça. Et puis, donc c'est difficile de créer des familles, c'est difficile de travailler en groupe, et c'est pourtant très, très agréable. Alors j'avais trouvé une petite citation où vous disiez « Il faut réfléchir au film avant de réfléchir à l'histoire du film, penser le genre, définir la forme et ensuite entrer dans le récit. » C'est une citation de Noé ou de moi? Je crois que c'est Noé qui l'a dit. Ouais. Mais comme c'est votre apprenti, finalement c'est un peu le même langage, puisque je me souviens de l'année dernière, vous étiez sur ce même... Absolument, j'avais dit la même chose. Voilà, donc finalement c'est d'une... C'est pour ça qu'on normalement on n'est jamais ensemble. Parce que sinon les gens on peut dire la même chose à des endroits différents. Mais quand vous allez donner votre point de vue. C'est important, puisque souvent, quand on parle avec les auteurs, ils ont une idée et ils se lancent directement dans l'écriture. C'est-à-dire que ça y est, et elle prend forme au fur et à mesure que du coup ils couchent le scénario sur le papier. Donc ça, c'est une autre façon d'aborder l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot, l'un ou l'autre, puisque... Oui, on va vous dire la même chose, je pense. C'est qu'effectivement, il faut... Alors vas-y, commence. Comment vous abordez en fait l'histoire, puisque avec cette petite phrase... L'idée c'est que l'histoire c'est... La première chose à laquelle on réfléchit, c'est quel est le projet filmique, quel est le projet esthétique du film. Et l'idée, c'est, je crois, c'est le plus tard possible, quand en gros ce projet filmique est défini de manière vraiment précise. Ensuite, c'est quelle histoire ça va pouvoir contenir. Mais le contenant, vraiment l'idée c'est le projet. Bon, projet filmique c'est un peu pédant, ouais. Mais en gros c'est... ça va être comment le film, voilà. Ça va être quel genre de film. Alors on a un peu une idée de l'histoire, on sait que voilà, ça va être une histoire comme ça, et puis, mais on va réfléchir, alors le film, on devrait faire avec ça, on devrait faire un gros film, un truc qui serait un peu comme ça, dans le genre, ça serait un film noir, on dirait un peu, tu sais, comme... Et puis là, voilà, on va citer 3 trucs, ce serait pas pour les plagier, mais pour les situer, les trucs. C'est quelles émotions? Et puis voilà, c'est quelles émotions, et ce qui va être merveilleux, c'est que c'est un portrait de femme, ou ce qui est merveilleux, c'est que ça va être, je sais pas quoi, l'histoire d'un deuil, ou ce qui est merveilleux, c'est, je sais pas quoi, mais on trouve une chose merveilleuse. Et puis ça va nous parler du monde, parce que, en fait, c'est le thème, ça va être, je sais pas quoi, la crise, ou le thème, ça va être la religion, la réconciliation, je sais pas. Donc, un thème, un sujet, une façon d'aborder les choses, un genre, enfin voilà, tout ça, ça va définir une boîte. Et puis à l'intérieur de cette boîte, on va construire l'histoire, vraiment, là, précisément, en disant « Ah oui, voilà ». Donc ça serait important qu'une fois qu'on a défini ce truc, on dit « Je sais pas quoi, ça va être un portrait de femme ». Donc « Ah oui, la scène, je sais pas quoi, de rupture, il faudrait qu'elle vienne un peu plus tard, il faudrait que ça soit ça. Donc avant, il devrait se passer ci, voilà ». Et là, l'histoire, on va la fabriquer à l'intérieur de cette boîte. Parce qu'en fait, ce qui peut arriver de pire quand on est scénariste, ça je sais pas, enfin, ce qui peut arriver de pire quand on est scénariste, c'est qu'on prenne vos meubles. Mais non, ce qui peut arriver de pire quand on est scénariste, c'est quand on est dans le « et si ». Et si, vous voyez, quand on dit ah et si, voilà, qu'on est que dans l'histoire. Et ça c'est pas bon parce que voyez, et si c'est trop large. Donc c'est ah et si, alors là tout peut arriver, voilà.
Et si là, la Terre s'ouvrait en deux, et si je sais pas quoi, vous voyez. Et surtout et quand si son oncle revenait d'Amérique, ou si, je sais pas quoi. Et quand on passe du temps à écrire une scène et qu'on aime bien et qu'on se rend compte que la scène ne rentre pas dans la boîte. Ah oui, et du coup, non mais c'est pour ça. Et donc pour éviter d'être comme ça, confronté à des possibles qui seraient trop larges, il faut définir. Après on a une idée, elle tombe dans la boîte ou à côté de la boîte. Mais voilà, mais du coup, les projets, ils ont un aspect formel, vous voyez, et c'est ça. Et du coup, la forme, ça va être le film. Et alors, du coup, on peut parler des cow-boys pour savoir comment vous avez avancé, puisqu'en fait, c'est quand même une histoire assez complexe. Il y a pas mal de choses dedans. Quelle était la première, comment était la boîte au départ? Qu'est-ce qu'il y avait dedans, dans les grandes lignes, avant que vous alliez dans les détails de cette histoire? D'où ça démarre? Comment vous avez commencé? Comment ça a démarré les cow-boys? Parce qu'on a vu le film et voilà, donc c'est un film un peu atypique dans le sens où il y a plusieurs points de vue. Ça se passe sur une vingtaine d'années, voilà. Donc comment c'est venu? De quoi c'est parti? C'était plutôt le père, plutôt le fils? Non, c'est venu de plusieurs idées. D'un déjeuner avec Laurent Abitbol, qui est un scénariste, et il me parle des cow-boys eux-mêmes. Il me dit que ça serait bien d'utiliser ces gens-là pour faire un western. Voilà, d'avoir une histoire comme ça, et donc on peut reprendre les grands thèmes du western à ce moment-là avec des gens qui seraient... Voilà. Et il me parle d'un truc qui serait une disparition, un peu comme s'il y avait la prisonnière du désert. On peut refaire ça avec les mecs qui s'habillent. Et puis voilà, mais ça, c'est pas suffisant. Et après, l'autre idée, c'est de se dire, en fait, il va y avoir un problème comment dire, là dans le film, c'est l'histoire d'un gars, c'est des gens, je vous le dis pour ceux qui savent pas, mais c'est un film de moi, mais non, un film c'est des gens qui s'habillent en cow-boy le week-end, vous voyez, c'est une communauté comme ça, le week-end ils font la danse, ils mettent des bottes, tout ça, des chapeaux, communauté, voilà, ils aiment la musique country, ils font des barbecues, du rodéo, je sais pas quoi, enfin voilà, ces trucs-là le week-end, et puis c'est une famille, ils vont là, et puis le père joue de la guitare, il danse avec sa fille, voilà, elle a 16 ans, elle est belle, lui il est ému de danser avec elle devant tout le monde, et puis voilà, la journée continue, rodéo, grande prairie, je sais pas quoi, et puis à 18h, la mère, elle vient, elle dit, mais t'as pas vu Kelly? Voilà. Il dit, bon, mais non, elle n'est pas au tir, non, elle n'est pas aux chevaux, non, elle peut pas être bien loin. Et puis là, voilà, ils vont la chercher pendant 15 ans. Et ça va être ça l'histoire. Et en fait, elle est partie au djihad. Et donc voilà, et donc c'est sûr, à partir du moment où on se dit, tiens, ça va être une histoire de cow-boy, c'était le truc de base. Et puis après, nous on discute, et puis là on se dit, voilà, le truc c'est que, du coup, parce que eux ils croient que c'est des cow-boys, qui sont des cow-boys, et on pensait que les islamistes, tout ça, c'est des Indiens. Et du coup, voilà, on peut filer la métaphore de ce truc, et de cette idée qu'il y avait une guerre de civilisation, comment mieux le raconter qu'en se disant, tiens, les cow-boys et les Indiens. Un truc comme ça, mais ça vient d'autres conversations qu'on avait. On avait l'idée d'un remake de hardcore, enfin d'une adaptation de hardcore aussi, de films de Schrader. Ça s'agglomère comme ça. Ouais. Et c'est assez, pour le coup, je trouve le film ou la manière dont il s'est écrit est assez le cas d'école de cette idée de commencer par la forme et d'aller vers l'histoire. Et donc ensuite, on se dit, voilà, on va prendre... Voilà, pardon. Non, parce que la boîte, donc là, est très très claire. Ça veut dire que c'est les cow-boys et les Indiens, sauf que c'est ces gens qui sont... Il y a plusieurs manières de le raconter, mais des manières... On peut se dire c'est un film où les gens... On commence le film, les gens sont déguisés en cow-boys et ça va devenir de vrais cow-boys. Et ils vont perdre leur déguisement, mais par contre... et des choses comme ça. Et en fait... On peut reprendre toutes les scènes qu'on a vues entre les cow-boys et les Indiens. Je sais pas, le calumet de la paix, quand ils s'assiedent, quand il y a une embuscade, voilà, toutes ces scènes-là, qui sont des scènes qu'on a vues 1000 fois, on peut les reprendre, sauf que ça se passe en 1997 à Anvers. Voilà, et donc voilà, ensuite là, donc la boîte elle est très claire, et quand on a un problème, on se pose la question, oui, mais comment ça se passe dans un western, ou quelle figure, ou plutôt pas exactement comment ça se passe, mais à quelle figure ça correspond du western. Donc de chaque scène, on va se poser cette question, à quelle figure ça correspond. Et donc voilà, là, on a une métaphore, on a une forme, on a donc un début d'histoire. Et ensuite, on va la construire, cette histoire, une fois qu'on aura bien défini les formes du western qu'on veut prendre, les passages. Est-ce que ce film va être un roman d'apprentissage ou pas? Est-ce que ça va être sur une génération ou deux? Et donc voilà, une fois qu'on se dit, tiens, voilà, c'est un film sur 15 ans, parce que ça va raconter... En fait, ça commence en 95 et ça finit en 2012 quand... à la mort de Oussama Ben Laden. Et donc on se dit, tiens, voilà, là il y a un cycle,
Il y a un truc, ça serait comme une première guerre mondiale. Et donc on raconterait la nôtre, celle de notre génération, de la première guerre mondiale. Là. Et puis maintenant, il se passe d'autres choses, mais ça, on n'a pas envie de raconter. Donc on se dit, tiens, voilà, il y a la fin d'un cycle, et donc on peut finir l'histoire à ce moment-là. Donc ça veut dire 15 ans, donc ça veut dire, voilà, 2 ou 3 générations, comment on raconte ça, voilà. Mais donc tout ça, c'est avant de parler de l'histoire, vous voyez. C'est en parlant du sens, en parlant de la forme, beaucoup. Puis il y a quelque chose qui m'a énormément éclairé quand on a donné le film à lire à... J'ai un peu le débouché. Quand on a donné le film à lire à Jacques Audiard, qui a dit c'est bon, vous avez un film parce qu'il y a 3 histoires. Il y a la grande histoire, l'histoire du monde, c'est le sujet. C'est Al-Qaïda et tout ça. Voilà. Il y a la petite histoire, qui est l'histoire de ces gens. Et il y a l'histoire du cinéma, qui est le western classique des années 40. Et s'il y a les 3 histoires, il y a un film. Il y a une proposition de cinéma. Et ça, moi, ça a été très éclairant. Et en fait, j'ai pas mal réfléchi. Et il y a ce truc de se dire, ça oriente globalement les films. C'est-à-dire un film qui est uniquement situé dans l'histoire du cinéma, c'est-à-dire un film qui est uniquement dans une réflexion formelle. Ça va être, je sais pas, le cas typique, ce serait un film de super-héros. Il y a globalement, on va être dans une répétition, une variation sur vraiment une seule et même chose avec tous les rendez-vous du film de super-héros, et on sera uniquement dans la forme. En fait, pas toujours, hein, mais ça peut devenir ça. Les films où on va être uniquement dans le sujet, souvent c'est les films de télé. C'est justement le film sur le sang contaminé. Exactement, ça va être un truc de sociologie ou de fait de société. Ça va être un film sur le don d'organes. Vous voyez, et là on s'en fiche parce que ça c'est de la télévision, le don d'organes ou la mafia à Marseille. Et ça peut être, non mais par ailleurs ça peut être vachement bien. Oui, les téléfilms HBO sur la faillite de Lehman Brothers, c'est génial. C'est vraiment formidable. Mais là on parle d'un thème et pas d'un personnage. Au cinéma on va raconter l'histoire de Michel Pellon qui a eu une grève du cœur par exemple. Ou et puis je pense que le dernier truc c'est si c'est juste la petite histoire, juste ça risque d'être trop perso. Un film le genre de film un peu de Chappelle qu'on... Oui, ou un truc on se raconte trop et donc il faut souvent sur les premiers films quand on travaille ou sur des premiers films on dit toujours ça, il faut se cacher, il faut trouver les paravents, ces paravents, la forme ça va être un paravent, le genre ça va être un paravent, donc voilà je veux raconter je sais pas quoi que mon oncle buvait et puis la fois où je sais pas quoi ou la fois où il m'a amené jouer au tennis par exemple et donc ça si je raconte juste ça et c'est mon oncle qui vient me chercher voilà ça va être un souvenir, ça va être on va être dans l'anecdote. Et donc, par contre, si effectivement, là, ça va être un film de science-fiction, ça va se raconter, ça va être un genre, la forme, ça va être, voilà, je sais pas quoi, ça va se passer de nuit, on va réfléchir, voilà. Et là, on va avoir une scène où mon oncle vient me chercher au tennis, mais ça va être loin, ça va être l'émotion que ça va procurer, elle y sera, mais on sera dans du cinéma et pas juste dans l'histoire. Non, c'est pas un bon exemple. Non, c'est pas une bonne scène, vous pouvez le dire. Et puis non, je voulais dire un autre truc. Ah oui, voilà, exactement. C'est un bon exemple les films de super-héros, de se dire voilà, les films de super-héros, ça va être juste un truc formel qui sera dans l'histoire du cinéma, ça sera un film de super-héros. Mais par exemple Spider-Man, va y avoir la petite histoire parce que c'est pas mal. En fait, c'est une histoire d'adolescence, ça va avoir du sens, des trucs comme ça. Il va y avoir la forme. Par contre, ce qu'il y aura pas, c'est l'histoire du monde. Ça, un peu, il y a great power means great responsibility. Oui, mais c'est pas le truc, ça racontait quelque chose sur l'Amérique. Mais c'est vrai que, ouais. Mais bon. Ouais, mais c'est pas lié au monde, c'est pas autre chose seul. Non. Ouais. Enfin, non, après, moi, je trouve ça super. Hein. Après, non, mais dans les bons. Non, mais parfois les films de super-héros peuvent être super surprenants. Spider-Man, sur ce que ça raconte sur le monde. Même Iron Man, le vendeur d'armes, tout ce truc-là. Bon, c'est après, voilà. Souvent, ça se replace aussi, quand même si c'est un peu caché, dans une référence ou dans un contexte historique. La Seconde Guerre mondiale. C'est un peu masqué, mais. Non, mais c'est. le début des X-Men, là, avec Magneto et tout ça. Les X-Men qui commencent dans un camp de concentration, là. Faut oser en plus aller là. Mais ça c'est parce que ce réalisateur Starship Trooper de Verhoeven qui parle aussi. Starship Trooper, ça c'est autre chose, c'est un chef-d'œuvre. Non mais c'est un chef-d'œuvre. Il y a quand même la grande histoire, l'Amérique. Faut super-héros Starship Trooper. C'est super-héros. Ah ouais, non, c'est malin. On a bien les 3 boîtes et les 3. Ah ouais, non, c'est sûr. Mais Gigonne quoi. Il y a tout. Mais là j'ai l'impression que c'est moins. Il y a vraiment eu un moment où il y avait pas mal de films de super-héros intéressants qui sortaient, et puis j'ai l'impression que là, moi j'ai du plus en plus de mal à aller les voir. Mais c'est parce qu'en fait maintenant, le truc qu'ils font, c'est qu'ils les mettent tous ensemble. Ah ouais, ça c'est. Non mais du coup, ça peut vraiment plus rien raconter du tout. Le peu qu'il y avait à raconter sur je sais pas quoi, Peter Parker.
Oh, aïe, 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 aïe. Ah merde. L'année dernière, c'était comme ça aussi. Il y a eu quelqu'un est mort l'an dernier. Tu te souviens? C'était horrible. On n'en parle pas, hein, c'est bon. Mais Pardon? Il n'y a pas eu un? Un film comme ça, non? C'est une idée de film. Tac, apparemment, les mecs s'en remettent El jamais. Parasol. El Parasol. Il fait tout calme comme ça, il tue des gens de plus en plus. Et après, on pense aux films qui n'auront pas lieu. Voilà, non. On voulait faire un film avec Michel, ouais, mais il est mort. et donc, ça en fait moins la maline. Alors, pardon. Excusez-nous, on dit beaucoup de bêtises parce qu'on est ému d'être ici. Non, c'est vrai. Et donc, qu'est-ce que je veux dire? Oui, voilà, maintenant ils mettent tous les super-héros ensemble. Et du coup, ça peut plus rien raconter que des super-héros. Voilà, quand on met Spider-Man, là, on va raconter effectivement Great Power, Great Responsabilité. Ça raconte, c'est une métaphore sur un truc sur l'adolescence. On s'aperçoit qu'à un moment, le corps change. Quand on fait des trucs avec les mains, je sais pas quoi, ça gicle ou je sais pas quoi. Non, mais c'est l'adolescence. Non, c'est vrai. Et puis, donc, il y a un thème. Mais si vous mettez lui plus l'autre, ou Iron Man aussi, il y a un thème. Tiens, je sais pas quoi, il est marchand d'armes, et puis en fait, il va réfléchir, et ça va être lui l'arme. Mais si vous les mettez ensemble, il n'y a plus rien à raconter du tout. Vous voyez, il y a plus juste à raconter voilà, qui est plus fort. Et donc ça, c'est très typique des problèmes de films de genre, c'est que vous êtes condamné là à l'inflation. Ouais, à la surenchère. À la surenchère. Vous voyez, mais vous mettez Spider-Man et Iron Man ensemble, ça va être la surenchère. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord se rencontrer, être un peu énervés, puis après ils vont se confronter, ça va être plus fort, puis après une troisième fois, ça va être encore plus fort, et ça va être la même scène. Puis à la fin, il y aura un avion, et à la fin, il y aura quelqu'un, ils vont se paquebot. mettre ensemble pour lutter contre un troisième. Alors ça sera encore plus épuisant. Il faudra sauver le bus d'enfants en même temps. Voilà, attaque le bus qui tombe pendant que l'autre sauve. Voilà. Et donc ça, ce truc-là, c'est l'inflation, et c'est très typique de quand on raconte pas une histoire. Voilà. Il y a un turning point là parce qu'on est obligé de fermer les parasols. La sécurité nous a dit de fermer les parasols, donc on va être au soleil. Sécurité sur le coup. Sécurité s'il vous plaît, oui, non. Alors là, vous restez tous, non, vous ne bougez pas. Ok. Oui, Ouais. génial. Et tout va très bien. On remet les lunettes. Je crois qu'il faut remettre les lunettes. Oui, ça va très bien, merci beaucoup. Alors, du coup, Moi j'avais une petite question. Qu'est-ce qui a changé dans vos rapports de travail et peut-être d'amitié aussi dans le fait que Thomas, tu es maintenant réalisateur sur le film et Noé était scénariste. Qu'est-ce qui a changé? Quand j'arrivais avec une idée, une semaine après, il disait hey, j'ai une super idée. Il était devenu réalisateur. Ça, et puis je pouvais pas me servir un café, j'arrivais. C'est quoi les capsules? Comment on fait la machine là? Noé Tu vas te servir de prends rien, cette machine. Voilà. Ouais. Il y avait ça aussi. Il avait des idées de scène onirique. Il me disait c'est quoi le sens? Je sais pas, mais on va le faire. Voilà. Non, ça a changé des trucs. Il disait des phrases, mais tu sais, ça m'est vraiment arrivé. Hein. Pour justifier une scène. Si, des choses comme ça. voilà. Non mais vous évitez le sujet là. Non, pas du tout. Non, je crois que ça a changé un peu. Ça a changé, c'est que je passais moi derrière tout le temps, systématiquement. Ouais. Noé passait devant, moi je passais derrière. On a vraiment fait ça, alors que souvent c'est un peu moins le cas. Et tout ça a changé un truc, c'est que moi ça m'a mis beaucoup de temps. Ça me mettait beaucoup de temps pour écrire. Parce que quand vous êtes scénariste, vous dites je sais pas quoi, la maison sera bleue. Et puis en fait, le réalisateur il vient, il travaille après, il dit non, en fait, elle est rouge cette maison. Donc ça n'a pas d'importance vraiment la couleur que vous allez mettre à cette maison. Vous y allez y réfléchir, tout ça, vous allez faire un truc, mais c'est pas forcément la décision finale. Alors quand vous êtes réalisateur, vous écrivez la maison est bleue, c'est qu'elle va être bleue. Et voilà, et sinon ça va être compliqué. Et voilà. Donc ça, vous allez mettre un peu plus de temps à écrire la couleur de la maison. Même. Finalement, ça a l'air très très simple le passage à la réalisation. C'est ça essentiellement. Finalement, tous les scénaristes devraient se passer à la réalisation puisque. Ouais. Et comme ça, d'abord, ça serait plus de travail pour ceux qui restent scénaristes. Et non, mais c'est ça. À un moment, il y avait une proposition, je me souviens, qui était de donner des cours de acting, des cours de comédie comme ça aux chômeurs.
Et parce qu'un pays avec 3 millions de chômeurs, tout le monde trouvait ça triste. Alors que si on donne des cours d'acting, on est 3 millions d'acteurs, on dit waouh. Et en fait, ils travaillent pas plus. Mais les acteurs au chômage, tout le monde s'en fout. Ouais, les acteurs au chômage, ça fait de la peine à personne. On dit waouh, il est acteur. Et donc, ça aurait été, bah voilà, il y a un peu, on pouvait faire ça avec scénariste. C'est quand même différent de rentrer chez soi. Enfin bon, voilà. Non, mais sinon, sur le travail, je sais pas. Bah, la différence, c'est que du coup, on n'a pas plus travaillé ensemble depuis 1 an et demi. Ah oui, c'est ça. Vu ça, que Thomas réalisait le film. Donc ça, c'est le principal changement dans notre collaboration, c'est qu'on travaille plus ensemble. Ouais, c'est vrai. Mais Alors, on va retravailler ensemble. Alors, parce que du coup, j'ai vu que vous aussi, vous passiez à la réalisation. Non. Mais si, dis-le. Ah non, vraiment pas. Mais si. C'est vrai qui colporte ces c'est des rumeurs. bruits qui courent. Non, c'est vraiment pas du tout pour le coup. Bah si, avec Le Vent de la Nuit, quand même, ça tu vas le réaliser. Ça, c'est vrai que c'est un peu mon histoire. Il y a pas un court-métrage ? Non, pas du tout. C'est vrai ? Pas du tout. Ah, on m'a mal informé alors. Bah ouais. Non, c'est vrai. Je travaille, moi je suis très, très heureux là comme scénariste. Je travaille avec plein de réalisateurs qui m'intéressent beaucoup. Pas d'envie de Elena ce côté-là. Klotz qui est ici. Elena Klotz. Donc vraiment pas d'envie de ce côté-là. Donc c'est vrai que Non, il y a un truc on moi m'a qui vraiment me... dit, Ah bon c'est pas une blague. Non, mais on vous a menti. Non, vraiment, je n'ai pas de projet de réalisation. Ce qui m'intéresse là de plus en plus, c'est le théâtre, d'écrire pour le théâtre et même dans un sens, je pense, la mise en scène de théâtre, dans le sens de... Parce que j'ai vu des pièces cette année qui m'ont beaucoup impressionné en termes d'écriture et je me suis rendu compte que c'était des pièces qui s'étaient écrites collectivement, avec une troupe. Et ça, je trouve que là, ils arrivent quelque part, les troupes de théâtre qui fonctionnent, arrivent quelque part en termes d'émotion, de comédie, de tout ça que je trouve vraiment insurpassable. Et donc ça, c'est le truc qui m'attire en ce moment. Mais j'ai vraiment mis un pied dedans où je me dis que je vais aller regarder comment ils font et tout ça. Mais voilà, ça c'est un peu une direction. Mais la réalisation de film, non, non, c'est pas. D'accord. C'est fatigant. C'est crevant. Comme Z, je m'efface. Ok. Mais, Non, on s'est posé la question avec Noé, enfin hier on en parlait, de qu'est-ce qui fait qu'on accepte un projet ou qu'on a envie de faire un truc. Et c'est vrai. Ouais. Et comme s'il y avait une checklist. Et en fait, je pense qu'il y a 3 questions qu'on se pose. La première, c'est celle du réalisateur. C'est la première, elle est vraiment importante. Et c'est de demander, voilà, quel est le réalisateur ? Est-ce qu'il a une vision à peu près claire ? Est-ce qu'on a du respect pour son travail ? Est-ce que c'est agréable d'être avec lui ? Est-ce qu'on peut avoir des conversations avec lui ? C'est pas toujours le cas. Enfin voilà, et donc la première question, c'est celle du réalisateur. La deuxième question, c'est est-ce que je l'ai déjà vu ? Pas le réalisateur, hein, le projet. Donc voilà, est-ce que ça va être une histoire, un film qu'on a déjà vu ? Parce qu'il y a beaucoup de films qui quand même ont un truc de répétition ou de narration qui sont très, très normés. Et puis la troisième question, c'est qu'est-ce que ça me dit du monde ? Mais vous voyez, tout ça, on fait que répéter à peu près la même chose sur la forme, la vision, la petite histoire, la grande. Enfin voilà, et c'est un peu toujours autour de ça qu'on tourne. Cette question de est-ce que je l'ai déjà vu, elle est vraiment intéressante à se poser. Et je crois qu'il faut... Ouais, est-ce que je l'ai déjà vu comme ça ? Oui, c'est ça. C'est plus souvent, en fait, la question, c'est est-ce que je l'ai déjà vu raconté comme ça ? Ouais, ou de tel point de vue. Et après, voilà. Après, je pense qu'on est très sensible, Noé comme moi, au point de vue dans les films. C'est vraiment important de savoir qui raconte l'histoire, comment, voilà, d'où elle est vue. Ça va donner des histoires complètement différentes. Donc c'est vrai que souvent on peut se dire, ah ben voilà, ça c'est telle histoire. Moi, je l'ai vu 1000 fois, mais là c'est raconté du point de vue de la femme, de je sais pas quoi, vous voyez, de quelqu'un d'autre. Ou non ? Quelle drôle d'idée. Ouais. Ça n'intéressera personne. Mais pardon. Et donc voilà, excusez-nous. Mais non, mais voilà, cette idée-là que, vous voyez, je sais pas quoi, je vais voir les invasions vikings. Voilà, ça, alors j'en ai vu, oh là là, beaucoup, enfin quelques-unes en tout cas. Et puis voilà, mais ça va être raconté du point de vue des femmes vikings, par exemple.
Mais vous y pensez au public quand même. Même si vous avez une histoire avec un point de vue novateur en se disant. Mais pour le public, c'est pas ce qu'il a envie d'entendre. On rencontre des histoires comme ça. Alors ça, si on faisait ça, on se mettrait bien le doigt dans l'œil parce que c'est le public qui n'a pas envie d'entendre ça. Ça, c'est les chaînes de télé, elles disent ces trucs comme ça. Mais nous, on peut pas. On peut pas parce que c'est eux, c'est leur métier de dire le public, il veut pas voir ça. Et voilà. Mais nous, on est scénaristes, on va se dire le public, ça va les passionner. Par exemple, vous suivez un personnage, vous faites en sorte que le public l'aime et à la fin, vous le tuez. Enfin, des choses où, quand vous écrivez l'histoire, vous vous dites ça, je sais, si je fais ça, le public va pas être content. Mais non. Ça, jamais vous y pensez. Jamais. Non, jamais. C'est vraiment. Jamais, au contraire, il faut vraiment jouer avec ça. Ne pensez jamais comme ça. Vraiment, ne pensez jamais comme ça parce que ça, c'est les chaînes de télévision. Elles vont vous dire ça ou des producteurs qui vont être frileux ou des trucs comme ça. Mais si vous pensez comme ça, ça n'avancera jamais. Les producteurs peuvent y penser parce que c'est quand même très cher de faire un film de cinéma. C'est leur métier. Donc, passer du temps à écrire une histoire, parce qu'une histoire, il faut réfléchir. Voilà, vous prenez un héros, vous allez le tuer. Un truc que je sais pas, on peut jamais faire. Je sais pas, quelque chose qui va rendre. Voilà, de toute façon, les producteurs, ils veulent toujours un truc et ils se gourrent à fond. Mais si vous leur donnez ce qu'ils veulent, ils vont trouver que c'est pas bien. Mais je vous assure, mais évidemment, c'est ce qu'il faut. Mais ça, c'est alors vraiment les règles. Ok. Puis, non, mais il faut commencer au truc. D'abord, vous donnez aux gens ce qu'ils veulent, ils vont trouver que c'est naze, parce que sinon ils l'auraient fait eux-mêmes. Voilà, ils vont dire, ils vont mal vous traiter. Et ils vont vous traiter vraiment comme des scénaristes. C'est-à-dire comme des chiens. Mais évidemment, parce que ils vont dire, c'est quoi la plus-value ? T'es scénariste ? Attends, moi je l'aurais fait. Parce qu'évidemment, il aurait dit, le personnage, vous lui rendez un truc avec le personnage est très sympathique. Et puis voilà, et en fait, il va lui arriver je sais pas quoi. Mais si c'est ce qu'il pense, le gars, il va vous prendre pour un naze. Parce qu'il va vous dire, c'est juste, en fait, ce que t'as fait, t'es une dactylo. Et vous voyez, donc il faut les surprendre, les producteurs. Et il faut non seulement les surprendre, mais il faut les convaincre. Et puis il faut un peu les éduquer. Mais vous voyez, maintenant avec les séries, vous voyez, Game of Thrones, on tue la moitié des mecs au milieu du truc. Voilà, c'est super. Et là, c'est la plus grande série du monde parce que justement, ils font pas les trucs qu'on attend. Et du coup, le gars qui allait vendre ça au producteur, je vous assure que le producteur il dit, non, t'es con. Et il a dit, non, parce que tu vas voir, tac à flac, tac à tac. Et il l'a convaincu. Et le mec est devenu le plus grand producteur du monde. Et je vous assure qu'il a du respect pour le scénariste. Et alors que si le scénariste avait dit ouais c'est vrai t'as raison c'est con, voilà, alors, les gens ils sont pas prêts. Mais non, les gens ils sont prêts à être bousculés, ils demandent que ça, d'être surpris. Et donc ça voilà, ça c'est la règle numéro 1. Donc il faut pas faire ce que le producteur attend, il faut faire mieux et il faut le surprendre, c'est votre plus-value, elle est là. Et l'autre truc c'est qu'il faut demander beaucoup d'argent. Parce que si vous demandez pas beaucoup d'argent, après ils s'en foutent. Et ils vont trouver que c'est et puis on va en prendre un autre parce que avec ce truc là ils peuvent en payer 5. Non, il faut que vous demandez de l'argent parce que à la hauteur de l'argent que vous avez demandé, ils vont trouver ça bien. Je vous assure. C'est un truc, moi j'y croyais pas du tout. J'étais comme vous extrêmement sceptique. Mais c'est Jacques qui m'a dit ça. Et il m'a dit tu vas voir, demande de l'argent et quand tu auras des idées, plus que ce que tu penses que tu vaux. Parce qu'on pense jamais qu'on vaut grand chose, vous voyez. Et donc on se dit toujours non, t'es sûr, juste un morceau de pain, ouais, c'est ça. Maintenant, il faut demander la baguette. Et quand vous demandez la baguette, non mais je vous assure, après ils vont trouver que quand vous allez rendre le truc, vous dites, ouais, c'est pas mal. On dit mais après il faut travailler, il faut être à la hauteur de ça. Mais c'est ça qui va être un moteur. Et donc c'est ça qui va vous obliger à être un peu meilleur que d'être trop timide. Il faut pas, voilà. Donc il faut être humble. De toute façon, si on n'est pas humble, on n'est pas scénariste. Mais après il faut être ambitieux. Il faut être ambitieux pour ce qu'on écrit, il faut être plus ambitieux que les producteurs. Les producteurs, ils vont jamais être ambitieux. Et les chaînes de télévision, après, ils vont être encore moins. Donc il y a toute une espèce de laminoir après. Vous voyez, toute une chaîne. Et celui qui peut être ambitieux et celui qui peut changer les trucs, c'est le scénariste. Et ça marche pas toujours, mais quand il le fait, bam, ça y est, après, vous voyez, moi, c'est comme ça que j'ai vécu longtemps comme scénariste, et je continue, mais c'est parce qu'un jour j'ai dit le projet qu'on a reçu c'est bien, mais en fait ça devrait se passer en prison, tout.
Un mec qui dit ah ouais mais attends, un film en prison, machin, voilà. Mais non, en fait ça va être bien. Et c'est vraiment cette idée-là. Et effectivement le producteur, si je l'écoute, il va me dire ah bah non, attends, là le film c'était pour adapter un scénario qu'on avait reçu d'Abdel Dafri. Et le gars il était en prison au début, puis après il sortait et là waouh, c'était la cavalcade, le truc, c'était Scarface, vous voyez, il se passait plein de trucs. Et donc quand on se dit ah bah non ça va se passer en prison, le producteur il dit ah ouais mais non, ça va pas être marrant. Mais non, justement ça va être marrant parce qu'il y a une règle, parce qu'il y a une contrainte, parce que ah bah je l'ai pas vu. Ah ben tiens, j'ai pas vu un film en prison en France, jamais. Ah ben tu vas voir, ça va être intéressant. Mais ça il faut convaincre. Et le producteur il veut pas. Et la chaîne de télé va dire ah non les films de prison, voilà. Avec un héros, il est comment? Il est arabe. Oh là là, voilà. Effectivement, alors que non, ça devient le projet. Ce qui devient le projet, c'est ce que les gens veulent pas. Et ça va être super. Il va falloir réfléchir après. Il va falloir se dire comment est-ce qu'on fait d'un truc que personne veut, comment on va faire que c'est bien. On va prendre la règle, on va la tourner, et là on va trouver des idées, on va machin, enfin voilà, et là on va réfléchir. Mais si on fait que ce que les gens demandent, eh ben on réfléchit pas, et donc il n'y a pas de plus-value à la présence du scénariste. Et à ce moment-là, il faut faire la présence de la dactylographie. Voilà, c'est ça, c'est quelqu'un qui va venir dactylographier les idées de la télévision, et en plus on les connaît dilatées. Voilà, excusez-moi, je vous dis ça, mais c'est important. On a reçu Israël Horowitz il y a 3 jours. Et ah bah je alors, non, c'est pas pour ça. C'est justement pour rebondir. Il disait il faut pas donner aux gens ce qu'ils veulent, il faut leur donner ce dont ils ont besoin. Et c'est les auteurs doivent leur donner ce dont ils ont besoin. Ce qu'ils veulent Bien sans sûr. le savoir. Bah évidemment, ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent, c'était que ça soit sympa comme jeudi dernier. Mais si vous leur donnez le truc de jeudi dernier, bah, ils vont dire c'est moins sympa que jeudi dernier. Non mais c'est vraiment ça. Et donc voilà. Donc il faut être un peu plus malin, quand même, un peu plus exigeant. Et soyez-le. Donc voilà. Et ça, il faut. Ça va vous? Oui. Vous avez chaud. C'est le soleil. Ouais. Mais donc voilà. Ça c'est. Ils arrivent. Ouais. C'est bon, les secours arrivent. Les rapports avec les autres réalisateurs avec qui tu as travaillé, Noé, est-ce que il y a une différence avec Thomas? Non, dis-le. Non, pas particulièrement. Non, après, avec Thomas, voilà, on a cette complicité et puis surtout, voilà, tout ce dont on est en train de parler, c'est des choses qu'on n'a pas besoin de se répéter. Parce que ça va de soi, donc on va utiliser tout notre petit langage. Tous les deux, ça va être très facile. Après, un réalisateur, je pense que ça se construit. Moi, il y a un réalisateur avec qui je travaille. Là, on a écrit j'avais fait un premier scénario avec lui que j'avais initié, puis après il était rentré un mec qui s'appelle Kim Chapiron. Là, on bosse sur son suivant. Et on a notre vocabulaire maintenant. On a des trucs, par exemple, on a un concept qui est la mallette. C'est le truc de dire quand il y a une mallette dans un film, en général, c'est pas génial. C'est quand l'objet du film, c'est faut retrouver la mallette, qui a la mallette et tout ça, qu'est-ce qu'il y a dans la mallette, etc. En général, ça c'est pas bon signe. Et en gros, ce que c'est l'argument, à quel point l'argument dramatique du film est gros. Et ce truc-là, là, on essaye d'écrire un film qui est très low concept, quoi. Vraiment un film. Ce qu'on cherche, c'est la vraie vie des gens, quelque chose vraiment qu'il n'a pas fait jusque-là, et traiter un sujet très différemment, vraiment. Et donc à chaque fois on se dit est-ce qu'on a besoin de mettre plus de mallettes ou moins de mallettes, ou est-ce que la mallette elle peut être un peu plus élégante quand même, avec des coutures un peu jolies, et donc voilà, on développe comme ça On développe un langage comme ça, et puis après ça permet de travailler sur plusieurs films. Une fois qu'on a ça, on développe un langage avec un réalisateur, après c'est très facile de bosser. Moi j'ai parlé de la boîte à outils avec Jacques, je me souviens de la boîte à outils du genre, donc voilà, vous dites un film de, je sais pas quoi, un film de vampire, dans la boîte à outils il y a quoi? De l'ail, un miroir, un truc, des gens qui vieillissent jamais, le tombeau, le truc, la nuit, voilà. Les codes un peu. Ouais, exactement. Ouais. Hop, Bon, c'est pas grave. c'est cadeau. Alors, Alors moi et donc, j'avais. voilà, pardon. Non, super. Et donc dans les Cowboys, il y a la boîte à outils du western. On l'a ouvert. Voilà. Alors j'avais une question qui reprend un peu votre point de vue de la première masterclass l'année dernière sur la présence du scénariste sur le tournage. Ah oui. Non, Est-ce que Noé était là? Voilà. Alors j'étais pas sur le lieu du tournage,
Oui. En revanche, moi je suis contre la présence du scénariste sur le tournage. Enfin non, je trouve que ça n'a pas d'intérêt. En revanche, il faut qu'il suive le film. C'est bien s'il vient de temps en temps comme ça, mais il s'ennuie très vite parce qu'il a rien à faire. Alors que ce qu'il faut, c'est qu'il regarde voilà. Par contre, qu'il continue à écrire le film. Ça, c'est important. Pardon. Ouais, c'est ça. C'était là pendant les Cowboys. Je regardais les rushs tous les jours et je faisais des notes pour Tom sur ce qui allait se passer le lendemain. C'est une idée que m'a donnée Elena, qui elle a fait ça pour Jacques. Qui a fait ça pour Jacques. Et moi je l'ai fait aussi pour Jacques avant Elena. Et effectivement, ça permet de... Le pire qui peut arriver dans un film, enfin à un film, pardon, c'est que ça se fige. Le pire qui peut arriver à un film, c'est que ça se fige. Et donc l'important, voilà, c'est que ça continue à s'écrire. Parce que des fois, les gens, sinon, ils flippent. Alors ils font, ils disent, bah, ça va être comme ça. Et là, ils ont très peur. Et peu importe ce qui arrive autour, c'est-à-dire que je sais pas quoi, leur comédien, il bégaye, le chanson sait rien, il connaît pas ses lignes, il est alcoolique, il pleut pendant toute la semaine où il tourne, j'en sais, tous les trucs, il faut les intégrer. Il faut que le... J'ai vu des trucs en l'air. Ça suffit, les gars. Et donc voilà, ça, il faut pas figer le truc. Il faut que ça continue à s'écrire, et puis ça continue à s'écrire en montage, et puis ça continue à s'écrire jusqu'au mixage. C'est des étapes qui sont aussi narratives. Et donc voilà, il y a une conception du métier de scénariste qui est que si à partir du moment où on se dit au départ, tiens, on n'écrit pas des histoires, on écrit des films, et ben il faut les accompagner. Il faut les accompagner parce que le film continue de s'écrire. Et donc voilà, ça je pense que c'est comme ça qu'on réfléchit. Qu'est-ce que vous mettez dans ces notes en fait? Bah là, en l'occurrence, avec Tom, c'était des choses très simples. Des choses très simples parce que le réalisateur, il est quand même sur un champ de bataille en permanence et il est extrêmement sollicité par tout le monde, tout le monde a des questions. Et donc les notes, c'était en gros, voilà, ce que la scène, elle est là à cause de ça. Ce qu'on s'est raconté, on l'a écrite, on l'a écrite de cette manière parce que... C'est une scène de rupture, souviens-toi. Et donc au début ils sont comme ça, mais en fait, voilà, on dirait que c'est une scène de mon oncle vient me chercher pour un au tennis. Et en fait non, c'est vraiment la scène de rupture du truc, ou c'est la scène de je sais pas quoi. Voilà ce que ça raconte. Voilà de la façon dont on l'a écrite. Voilà que tu te souviens au début, elle était comme ça. Enfin voilà, un truc qui serait un peu le cerveau reptilien du projet et qui permet c'est un guideline. Voilà. Et même ça permet quand on en parle comme ça, les scènes, ça permet un découpage même presque. Il y a ça, et puis ça c'est un aspect, et puis l'autre aspect c'est au vu des rushs, c'est de se dire bah voilà ce qu'il y a ce qui est en train de se passer de puissant, par exemple, c'est je sais pas quoi, quand ces deux personnages sont à l'écran ensemble, c'est génial. Donc il faudrait plus de scènes avec Michel et Francis. Ouais, vraiment, mais parce ils sont formidables, machin. Il est en train de nous raconter une autre histoire. Lui, on pensait qu'il serait très antipathique. En fait, on l'aime ce personnage. Ou on pensait que cette scène, ce serait une scène d'engueulade, et en fait, c'est une scène de réconciliation avec le même texte, hein, parfois. Mais il y a des choses. Les acteurs proposent une interprétation du film et des personnages. Et en fait. Plutôt que de vouloir résister à ça. Ouais, absolument. Il faut savoir comment est-ce qu'on va l'intégrer et en quoi ça va modifier la narration. Et ça c'est ou même la forme du film. Et ça, cette réflexion-là, il faut l'avoir pendant tout le. C'est mieux de l'avoir. Après, voilà. C'est vachement important parce que ça permet aussi au réalisateur de pas perdre le fil, quoi. Je veux dire, oui, après le réalisateur, voilà. Bien sûr. Ouais, mais ça aide beaucoup Jacques parce que des fois il perd complètement le fil. Non, je veux dire, ça aide quand même un petit peu. Ouais, non, bien sûr. Mais non, mais surtout, vous savez, quand on réalise un film, maintenant j'ai compris ça aussi, c'est que on est très seul à un moment. Il y a un moment où on est très seul, et surtout les avis de tous les gens qui vous entourent, ils sont tous. On a du mal à les croire. Il y a une paranoïa qui se développe et qui fait qu'on a du mal. Le producteur va dire un truc, voilà, mais on se dit tiens, voilà, c'est parce qu'au bout du compte, ça sera moins cher. Donc on prête à tout le monde on prête à tout le monde des intérêts, vous voyez. Donc on a du mal on est un peu seul là-dessus. On se dit le chef d'éco il défend son truc, tel acteur il dit ça serait mieux si c'était plus de moi, ou j'en sais rien. Donc on a du mal à croire à tout le monde. Donc c'est bien d'avoir quelqu'un qui est une espèce de back office, et le back office avec qui qui n'a pas d'intérêt particulier sur la déco, le fait que ça coûte plus ou moins cher, qu'on tourne de nuit ou de jour, s'en fout. C'est pour ça que c'est pas très grave d'être sur le plateau ou pas. Au
contraire, je trouve. Et au contraire, donc c'est un back-office qui est indépendant et qui regarde là et qui va avoir une idée de la forme, de la modification du projet par rapport à l'idée initiale et qui va mesurer ça un petit peu chaque jour et qui va envoyer le film dans une direction ou dans une autre. Mais ce rôle d'aiguilleur là et puis de mesureur, il est important parce qu'il y a une indépendance de ça. Et donc ça crée des relations très proches parce que oui, il y a une intimité par rapport au travail, par rapport à l'ouvrage. Et puis quelque part, le scénariste qui a quand même été là depuis le début garde la tête froide aussi quand même par rapport au projet. Il a pas la pression qu'a le réalisateur, donc du coup, il peut avoir comme ça des visions de ce qu'il faudrait. Il est moins fatigué, vous savez quoi ? Voilà, c'est ça aussi. Non, mais c'est vrai. Les réalisateurs, il y a un moment, voilà, on arrive à, je sais pas quoi, la 5e semaine, on est au milieu du truc, on est dans un tunnel depuis la préparation et tout ça. Il y a un truc de fatigue aussi qui fait que on a tendance. Oui, où on se répète, où surtout on file dans la direction qu'on pensait la semaine dernière, mais c'est difficile voilà, on perd un peu de l'attention qu'on a. Et il faut être très attentif à toutes les choses qui se passent. Ah, regarde là-bas, tac, on devrait aller là-bas faire le film, ou le vent se lève, ou j'en sais rien, ou là-bas il y a un mec. Voilà, enfin voilà, il faut tout regarder quand on est réalisateur. Et donc ça c'est fatigant. Donc cette attention-là, c'est difficile de l'avoir de façon très soutenue pendant un moment, on est fatigué. Et ça c'est vraiment très agréable de pouvoir réfléchir de façon un peu abstraite à des choses qui vont être très concrètes quand on est réalisateur. Et donc, est-ce qu'il y a des choses qui ont évolué dans le scénario au moment du tournage ? Est-ce qu'il y a eu des modifications sur le film Cowboy ? Oui. Pas tellement, pas de modifications structurelles parce que le scénario est quand même très. Non, on avait un scénario qui était hyper. Et puis très sec. Ça ne nous arrive pas toujours. Ouais. Mais de plus en plus, on faisait la réflexion hier qu'on a du mal à faire des scénarios longs. Plus ça va, plus on fait des scénarios. 75 pages. Ouais. Et du coup, les gens ont vraiment l'impression qu'on se fout de leur gueule. Quand même, ça, c'est vrai. C'est mauvais pour demander des sous, ça. Non, ça, c'est vrai, non, c'est vrai. Ah, c'est très mauvais. Non, mais il faut pas. Hein. Faut écrire plus gros. Il faut écrire plus long. Il faut, voilà, il y a des trucs de mise en page. Il faut les dialogues sont les resserres comme ça. Mais voilà, ou finir les scènes un peu plus tard, ou je sais pas. Mais du coup, tout ce qui fait un mauvais scénario. C'est commencer les scènes le plus tôt possible et finir le plus tard possible. Beaucoup d'ouverture et de fermeture de porte. Voilà, montrer le mec traverser la rue. Et même des arrivées de voitures. Des garages, même des cherchages de place avant. Et donc voilà. Non, mais c'est vrai que c'était un scénario. On a fait 3 versions du scénario et elles étaient toutes courtes. La première devait faire 88 pages, la deuxième 90 et on est arrivé à la V3 à 92 pages mais à peu près les mêmes scènes. Il n'y a pas eu de truc. En revanche, on tournait pas mal il y avait un cahier B. Vous voyez ce qu'on fait, voilà, et donc ça, le cahier B est venu alimenter pas mal de trucs quand même. Parce que le film est assez long quand même, au final. C'est interminable, vous voulez dire? Non, mais il est pas. C'est pas, il est. Je sais pas combien il fait, mais 1h54, il est un peu plus long que la moyenne. Il fait 1h54 parce qu'il y a un très très long générique. En fait, il fait 1h48 wall to wall, et puis après il y a 5 minutes 40 de générique, je vous assure. C'est terrible parce qu'on a tourné dans plusieurs pays avec donc des équipes à chaque fois. C'est comme s'il y avait 3 génériques. Il fait 5 minutes 40 5 minutes 40 de générique, c'est comme un Tex Avery, vous voyez, comme un Bugs Bunny. Ça fait 6 minutes, tac. Un Bugs Bunny avec que des noms. Et plein des noms en plus, très difficile à prononcer parfois. Non, le film est. Mais je pense que le film donne aussi une impression. Vu qu'on change énormément de lieux, il se passe énormément de choses en fait. Il y a beaucoup d'événements dans le film. Voilà, il est très chargé. Parce que vous êtes aussi sur 2 histoires, sur deux temps. Donc c'est vrai qu'on a l'impression d'avoir vraiment c'est extrêmement riche dans l'histoire, quoi. Parce qu'il y a l'histoire du père, l'histoire de l'enfant. Ouais. Non, mais... D'ailleurs, je sais pas comment vous avez fait pour mettre autant de choses dans 1h54. Dans chaussures comme ça. 1h48, c'est pas possible. Non, mais effectivement, c'était comme ça. Au scénario, c'est pareil, il se passait beaucoup de choses sur 15 ans et tout ça. Et puis, mais en fait, du coup, ça, vous voyez, c'est très, très clairement une indication de forme. Une indication formelle qui était forte dans le film. C'est-à-dire qu'il y aurait une sécheresse, il y aurait une chose un peu sèche. Voilà, on n'avait pas... C'était pas un scénario bavard, voilà. On savait donc ce serait pas un film bavard, donc il faudrait que ça produise des images. Comme dans les westerns, hein. Bah voilà. Pas vraiment bavard, les westerns. Je veux dire, la temporalité, elle était voulue dès le départ, que ça dure comme ça sur une vingtaine d'années. Ouais, je crois. Hein. Oui, dès le départ, on voulait une histoire qui serait racontée avec des moments au présent. Voilà, des moments racontés au présent comme ça et qui seraient séparés par des ellipses de plusieurs années. Donc voilà, on va raconter 15 jours ou un moment comme ça de la vie de ces gens et puis cut,
on est 5 ans plus tard. Et à chaque fois, même quand on se raconte, t'es là, cut, 5 ans plus tard, on est dans une chambre d'hôtel, et pareil, et on rentrait sans scène d'exposition. Ouais. C'était ça, cette idée de raconter les trucs au présent. Et alors après, c'est ça, les ellipses, on les paye toujours un peu après. C'est super les ellipses, il y a un effet de relance et tout ça, mais après, on les paye parce qu'il faut remettre les compteurs à zéro. Et donc ça, voilà, c'était beaucoup du travail, c'était ça. C'était de remettre le compteur, qu'on comprenne ce qui s'était passé pendant les années, enfin voilà. Mais c'était le grand plaisir aussi de l'écriture du film. Parce qu'en fait, les ellipses, je crois que ça permet de deux choses. C'est d'abord de laisser le curseur dramatique assez bas pendant longtemps si on veut, parce que on met une ellipse de 10 ans. Je sais pas quoi, on a quitté un petit garçon qui avait 13 ans et on le retrouve, il en a 22. Et en l'occurrence c'est pas ça, mais voilà, on le retrouve, c'est un truc. Bah, le type, l'acteur, on va pouvoir le regarder, je pense, pendant bien 5 minutes et être intéressé. Parce qu'on se dit, ah putain, c'est lui, c'est vrai, il a changé, maintenant il parle comme ça. Il parle pas beaucoup d'ailleurs. Ah non, il fait des études de droit maintenant. Ouais, je sais pas quoi, genre de choses. Va nous intéresser. Oui. Et donc voilà, il mange, on voit manger son petit-déj, on se dit, bah c'est pas le même petit-déj que la dernière fois. C'est comme si on revoit un vieux copain ou un truc comme ça, on se dit, ah dis donc. Mais du coup, tout est intéressant. Ouais. C'est voilà, et ils ont cette relation, mais on peut le sentir dans la manière dont ils discutent du chemin à prendre dans la voiture. C'est visiblement maintenant c'est le fils qui conduit. Mais il va y avoir ça en plus dans la scène. Vous voyez, voilà. Ah, maintenant il a son permis. Ah, c'est lui qui conduit. Oh là là, le père il va pas bien. Ah, je sais pas quoi. Voilà. Et donc mais qu'est-ce qu'ils font là? Donc on peut raconter au présent. Donc il faut continuer la narration comme si on n'était pas de scène d'exposition. En revanche, il va y avoir une exposition pour le spectateur qui va pouvoir regarder effectivement les changements, les trucs. Ah, c'est plus les mêmes voitures. Ah, c'est plus je sais pas quoi. Ah, voilà. Les ellipses comme ça quand elles sont un peu profondes, c'est-à-dire que c'est des ellipses de plusieurs années par exemple, elles ont ça comme pouvoir, c'est très agréable. Mais celle-là, elle est assez puissante en plus parce que on se rend compte que finalement il a embarqué son fils pendant 20 ans pour chercher sa sœur, quoi. Et c'est absolument terrible. Et pourtant on l'a pas vu. Ouais. Absolument, c'est ça. Et donc on retrouve le gars qui cherchait sa fille. Ah oui, on parle toujours du même film, du mec qui cherche sa fille. Et du coup, il y a une première partie comme ça, qui est sa fille disparaît, il la cherche, ça dure je sais pas quoi, les premières semaines, et puis cut, fondu au noir, 5 ans plus tard. On se réveille, il a une tête décavée, on est dans une chambre d'hôtel, et puis le petit frère de Kelly, celle qui a disparu, qui avait 13-14 ans, mais là il est allongé sur le lit dans la petite chambre un peu merdique, et puis le père le réveille, quitte, elle est à Anvers, je sais pas quoi, il faut y aller, et puis voilà, il se réveille, c'est un truc merdique, et puis là on va regarder le fils, c'est pas le même acteur, donc il a vieilli, et là on va apprendre des trucs. Et après, je sais pas quoi, la scène suivante, on se dit, ah merde, mais qu'est-ce qui s'est passé? On sait que du temps a passé, et puis voilà, il va je sais pas où, et le mec lui dit, ah c'est toi le Français qui était au Yémen l'année dernière? Et puis voilà, et là on va comprendre que voilà, qu'ils étaient au Yémen. Ça c'est très marrant de créer leur champ. Ça c'est super ça, de créer leur champ. Mais ouais, c'est beaucoup mieux que d'aller au Yémen par exemple. C'est beaucoup moins cher le producteur a dû être très content. Bah, voilà, et ça crée une espèce de hors-champ comme ça, on se dit oulala, ce mec il allait vraiment partout. Ouais. Ah, il comprend l'arabe. Ouais, on voit des trucs comme ça, des choses qui étaient improbables. Tout ce qui permet de mesurer le temps, ça c'est vachement agréable. Et puis c'est vraiment agréable à mettre dans des scènes. C'est des petits trucs qui vont passer. Voilà. Et c'est gratifiant pour le spectateur. Le spectateur, il vous en est gré de ça parce qu'il a l'impression d'être malin et tout ça. Et Elena Claude s'en va. Alors j'avais une. Merci. Au revoir Elena. Je sais pas si on a encore un tout petit peu de temps là. Il est peut-être. Oui, je ne sais pas du tout. Ça va? Non, moins 20. Ah, on commence à arriver. C'est bon, on a. Non, mais d'accord. Génial. Non, j'ai finalement. D'accord. Oui, ça va être un peu plus tard. Non, donc, il y a juste. Pardon, excuse-moi. Non, je te. Ma question, non, vas-y, je t'en prie. J'avais une petite question donc à Thomas pour la côté réalisation. Le choix du chapitrage est venu très tôt ou au montage. Mais vous avez eu peur qu'on comprenne pas ou Parce que honnêtement, quand on voit le film, on n'en a pas besoin. Enfin, moi, j'en ai pas du tout ressenti le besoin. On voit que en fait, les ellipses fonctionnent très bien, et on voit que le temps avance, et on sait qu'on s'intéresse plutôt à un tel. Ouais. Et surtout, ça, voilà, c'est pas. Je suis un peu d'accord. Non, mais c'est le producteur qui a eu peur ou? Non, c'était moi. D'accord. C'est moi. J'ai eu peur surtout qu'il y ait beaucoup de fiction et que du coup, il y a un effet Kouglov. Tiens, il se passe ça, on n'en peut plus. Alors que le chapitre, ça permet un peu de tourner la page. De se dire, ça c'est fait, alors prochain truc. Et puis ça m'aidait parce que j'avais le sentiment qu'il y avait beaucoup de fin.
Ces films finissaient 3 fois. Et donc en mettant un chapitre, là je m'en enlevais une au moins. On disait ah ben voilà, tac, à la fin, un nouveau chapitre. Voilà, et on sait que c'est pas la fin. Mais donc oui, je sais pas si c'est. Et en même temps, on raconte l'histoire d'une vie, donc finalement c'est pas du tout gênant au film, hein, mais c'était voilà après. Ben voilà, mais au début, vous savez, là vous avez vu monter et tout ça. Et puis en fait, au début, c'était une décision qu'on a prise au montage parce que notre premier montage, c'était vraiment un truc de. Histoire surfictionnée comme ça, enfin avec beaucoup de trucs qui se passaient. À un moment, on était épuisés. Mais épuisés on s'emmerdait pas parce qu'il se passe tout le temps des trucs, mais on est juste. Vous voyez, c'est parce que les histoires, c'est petite perle, grosse perle. Et puis là, il y avait comme grosse perle. Et puis, c'était beaucoup plus long le premier montage. Pas tant que ça. Ça faisait 20 minutes de plus. Pas terrible. Mais c'était épuisant. Et donc, je pense que c'était aussi un choix prévu dès le départ de pas du tout orienter l'image du film vers le côté western, de faire une image très contemporaine et de pas mettre ça. Non, est-ce que ça vous a traversé l'esprit ou est-ce que dès le départ, vous n'avez pas hésité là-dessus western. Pardon, il y a un petit peu des images de. Oui, mais pas dans la façon de filmer. Ah oui. Voilà, dans le. Je crois qu'il y a les deux en fait, parce que le truc c'est de ne pas faire. Le risque c'est aussi de faire du pastiche et de la citation. Donc vraiment, et puis en plus la référence c'était les westerns classiques de John Ford. Donc c'est sûr qu'il fallait pas aller vers Sergio Leone, quoi. C'est vraiment l'opposé de ça. Tout à fait, parce que c'est un film qui fonctionne où il n'y a pas de second degré. Il n'y a pas une blague de tout le film. Enfin, il n'y a pas d'ironie, jamais. On est très hyper premier degré avec ces gens. Donc il faut croire à tout ça. Et donc ça marche un peu. Il faut être un peu bienveillant à l'égard du cinéma, je pense, quand on le voit. Et puis il y a une certaine naïveté comme ça d'un récit qu'on suit, sans ironie. Pas de décalage. Sans ironie, jamais. Voilà, on les regarde pas. On n'est jamais en surplomb par rapport aux gens. On est vraiment juste avec eux. Donc très proche d'eux, ouais. Et mais par contre, il y a quand même beaucoup de plans très larges, qui est caractéristique du western, de montrer des gens à un moment, une petite forme qui bouge là, et puis l'immensité du monde, et puis eux ils sont tout petits dedans, et ça raconte quelque chose sur le film. Enfin c'est un peu métaphorique du film, mais et ça c'est typiquement du western. Mais après il y aura jamais les plans des yeux, genre de truc. Non, voilà. Mais non, mais c'est parce que c'était ça la différence, c'est les westerns classiques. Donc, western, vous regardez, c'est une théorie qui est de Luis Correcchi qui dit qu'on est dans du western classique jusqu'à Rio Bravo, 1956. Et puis ensuite, après, on passe à on est dans de l'interprétation. On est ensuite, les cow-boys d'opérette, les trucs, les gros plans. Voilà, on est sur un truc postmoderne. Mais on est absolument au premier degré avec le western jusqu'à Rio Bravo. Le choix de François Damiens, comment il s'est fait ? Nous on n'écrit jamais en pensant à des acteurs, vraiment. Et donc après on a écrit un personnage, mais comme ça c'est bien, on est plus libre et même pour les comédiens c'est bien parce qu'on ne les limite pas. Et une fois on a écrit pour Reda Kateb, je crois, vraiment en pensant à Reda. Mais bon, on espérait que ça soit lui, mais on n'était pas sûr. Et donc voilà, on n'écrive jamais. Et puis à un moment, on a un personnage, on se dit oulala, ça va pas être facile de le caster en général. Après, on arrive toujours à ça. C'était pareil sur Deux roues et Dos, on avait exactement le même truc. On écrit un personnage, puis on se dit oulala, merde, mais en fait, il n'y en a pas. Et donc. Et puis en fait, il faut le chercher en Belgique en général. En général, c'est en Belgique. On les trouve. Mais je pense, si on veut un acteur américain qui parle français, il faut aller en Belgique. Ouais. Vraiment, ils ont un autre type de mec là-bas. Un autre type de jeu, un autre type de format. Donc nous, on voulait quelqu'un d'un peu costaud, mais sur Deux roues et Dos, même question, on se disait le même truc. Qui est-ce qui va être comme ça, une baraque avec un jeu très physique ? On a trouvé Mathias Schoenaerts. Là, on s'est posé un peu cette question. On voulait quelqu'un avec un torse, quelqu'un qui était un père de famille, qui était décisif, qui avait de l'autorité, qui était physique, à qui on peut mettre un chapeau de cow-boy sur la tête sans que ça soit ridicule. Il n'y en a pas beaucoup, et donc on pensait vraiment à François. Très vite. Mais sur la résistance de l'air, ce film qui sort en juin et qu'on a fait, on avait aussi un personnage comme ça de quelqu'un dur et on est allé chercher Johan Eldenberg, qui était dans Alabama Monroe. Voilà, c'est un grand gars comme ça qui est un acteur fou. Un acteur mais formidable. Voilà. Vraiment. Et donc en général, on va les chercher en Belgique. Ouais, et c'est pareil, c'était vraiment ça. C'est le personnage qui va faire venir le genre dans le film. En l'occurrence dans la résistance de l'air. Ouais. Et c'est un Belge. Il y a un truc très américain. Il y a effectivement un truc de genre, quelque chose qui va être plus simple. Oui, on y passe là.
Voilà. C'est curieux d'ailleurs, hein, faudrait se demander pourquoi. Ouais, Ce mais qu'il y a moi, je dans crois la que c'est parce culture que les belge. acteurs, non, mais moi je trouve que c'est plutôt ce qu'il y a dans la culture française qui fait que les acteurs ils viennent beaucoup avec ce qu'ils sont. Ouais. Et ils sont très urbains souvent. Et puis c'est aussi beaucoup des petits formats. Et voilà, dans notre cas là, les cow-boys, il fallait un mec à qui on met un chapeau de cow-boy. Après, il y a plein de je sais pas quoi, Mathieu Amalric, moi c'est un acteur qui est, je trouve, merveilleux vraiment. Ouais. Mais il est physiquement, il est pas très costaud et vous pouvez pas lui mettre un chapeau de cow-boy sur la tête. Ouais. Jamais. Enfin voilà, voilà. Et donc c'est pas possible. Et même quand il tourne la Jimmy P là, il fait un psychanalyste hongrois ou je sais pas quoi. Mais et donc voilà, donc c'est pareil, enfin plein de bons acteurs, c'est difficile de trouver quelqu'un à qui on peut mettre un chapeau de cow-boy sur la tête. On l'a trouvé en Belgique. On va voir si vous avez des questions. Est-ce que quelqu'un a des questions à poser? Non. Ouais. Ah non. J'étais sûr. Non, c'est pas une question trop chiante, mais je sais pas en fait, on verra. On va vous dire. Comment vous travaillez ensemble? Vous partagez les scènes et après vous reprenez. On partage l'argent. Pas à part égale. Pas équitablement. Mais de plus en plus équitablement quand même. Qu'est-ce qu'on fait? Non, c'est beaucoup de réunions, on discute du film. On discute élabore beaucoup des scènes. Ouais, c'est ça, on élabore le récit. Mais de manière pour le coup avec Thomas, de manière très assez précise. C'est-à-dire que vraiment là sur les cow-boys, au début on a obtenu un document de 6 pages avec lequel il aurait pu partir en tournage quoi, à peu près. Il y avait déjà énormément de répliques, il y avait presque toutes les scènes. C'était très, très sec, très curieux comme document. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien qu'on réussisse à refaire ça un jour, mais je ne sais pas trop dans quelles circonstances. Mais en tout cas, il y avait. Et donc, c'est beaucoup ça, c'est les réunions, et puis on écrit. Et au final, de toute façon, écrire le scénario en lui-même, c'est la dernière étape, quoi. C'est le jardinage, vraiment de. C'est vraiment de la rédaction. Donc, cette étape-là, sur la rédaction, souvent, il y en a un qui passe en premier. Alors, soit sur tout le scénario, soit sur une partie, puis l'autre passe en premier sur la partie suivante. Et puis après, on se relit, on se corrige, on se fait des propositions, de façon très, très ouverte. Et vous passez toujours par l'étape d'un traitement, alors, avant d'écrire On passe toujours par l'étape d'un traitement. Mais c'est maniable. Vous voyez, et puis si vous faites, il ne faut pas qu'il soit trop long, le traitement. Enfin bon, il n'y a pas de règle. Des fois, entre 6 et 40 pages. non, quand c'est court, ça fait 5-6 pages. Et puis après, des fois, ça en fait 40. Mais quand ça fait 40, c'est beaucoup moins maniable. Hein. On est déjà dans un truc un peu lourd. Ça va être compliqué de passer au scénario quand on a un traitement de 40 pages. Ouais, c'est ça. C'est très rigide, c'est ça? C'est trop complet Ouais, c'est un élément... C'est un objet trop littéraire, un traitement. Vous voyez, si vous le faites de 40 pages, il est d'autant plus littéraire qu'il sera long. Vous voyez, alors que court... C'est un outil technique, le scénario. Le scénario. C'est technique, le scénario. Oui, c'est beaucoup moins littéraire. Ah oui, c'est technique, bien sûr. Et donc, quand vous faites un truc en bullet point, là, pif, une scène, 3 lignes, machin, là, on sait ce qui est important dans la scène. C'est tac, tac, tac. Quand vous la faites sur une demi-page, déjà, ça y est, vous êtes dans la littérature un peu. Mais bon, c'est souvent nécessaire pour une question de rapport au producteur, hein, rien que ça. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut quand même communiquer avec le producteur et lui faire comprendre, et même pas qu'avec le producteur, avec les lecteurs, faut pouvoir partager le projet pour avoir des retours dessus. Donc on est obligé de rédiger, parce que sinon t'as l'impression que en fait ils ont pas compris. C'est pas qu'ils ont pas aimé, c'est qu'ils ont pas compris. Et là on est un peu piégé à ce moment-là. Donc il faut rédiger suffisamment pour que ce soit lisible et agréable à lire, pour que le document fasse pas obstacle à la compréhension du film. Et donc on se retrouve, je pense que c'est un peu comme ça aussi qu'on se retrouve avec des gros documents. En l'occurrence avec les Cowboys, on n'a pas eu besoin parce qu'on travaille avec un producteur qui nous fait vraiment confiance. Avec qui on avait déjà travaillé sur un autre projet, mais un autre projet où on avait fait un traitement long. Et où c'était compliqué un peu. Mais c'était une comédie, donc pareil. À un moment, il faut donner un ton, faut donner des dialogues, faut donner un peu à manger à la comédie, parce que sinon, un programme de comédie, c'est triste. Hein. À un moment, il faut qu'on puisse rigoler un peu en lisant, sinon personne ne va vouloir passer à l'étape suivante. Une autre question peut-être? 74 millions. Super. Demandé ou reçu? Ah non, demandé. Reçu, c'est 6. Donc voilà.
Oui, 6 millions. Ce qui est beaucoup hein, pour un premier film, c'est vraiment... c'est super. C'est super. Après, c'est un film qui est cher parce qu'il se passe sur 3 continents, sur 15 ans, sur machin, avec des acteurs, un gros bazar, il y a des chevaux, je sais pas quoi. Enfin, il y a beaucoup de... Il y a un réalisateur très très bien payé. Ça, vraiment. Et un scénariste, au début, on croyait qu'on pouvait pas se l'offrir. C'est vrai que c'est assez atypique comme premier film parce que t'as vraiment eu des moyens quoi. Ouais. Mais après je suis pas un perdreau de l'année. J'avais déjà fait des tas. Non. J'avais jamais. Non, mais ce que je veux dire, c'est un peu différent. Les producteurs me connaissent, je sais pas quoi, même les gens. Voilà. Après, le vrai truc, c'est qu'en fait, on avait un scénario qui a beaucoup plu. Mais vraiment. Moi j'ai vraiment cette foi. Enfin, dans mes expériences là de jusque là. Sur les films, c'est quand même que le scénario peut vraiment emporter des décisions, décisions irrationnelles. C'est comme ça. C'est-à-dire que tous les trucs. C'était des décisions absolument irrationnelles. Moi, j'ai jamais fait un court-métrage. On a donné un scénario, c'était l'année dernière, vraiment la semaine avant Cannes, sans casting, sans rien. Le producteur hésitait parce qu'il d'habitude il fallait toujours faire du casting d'abord. On avait donné un scénario sans casting une semaine avant Cannes et puis voilà, les mecs de Canal l'ont lu, ils ont trouvé ça super. On a eu Canal dans Cannes, enfin ils nous ont dit on vous suivra. On ne savait pas d'argent, mais une fois qu'on sait qu'on a Canal déjà, on sait que le truc est lancé. C'est passé la même chose avec France Télévisions. France 2, ils ont lu, ils ont dit d'accord. Tout ça sans casting, sans rien. Et puis à la fin du festival, on savait que le film allait se faire. Mais ça a pris 8 jours. Et donc ça, c'est super, mais ça, c'est parce que le scénario était bien. C'est pas sur les trucs que j'aurais réalisé avant et tout ça. Donc on avait beaucoup travaillé et puis on était contents. Voilà. Tu as fait beaucoup de courts-métrages, toi, en tant que réalisateur ? Aucun. Non, jamais. J'avais fait un truc pour les Césars, que j'avais écrit et réalisé, qui était le prochain Star Wars, comme s'il avait été réalisé par Haneke. C'était hyper drôle. C'était comme Amour, mais avec des personnages de Star Wars, avec Darth Vader qui est tout vieux, et puis l'autre qui lui donne à manger, et tout ça. Et puis il y a le Yorkshire qui arrive, et là, un petit Yorkshire qui monte sur le lit, et puis il fait « Ah, Chewbacca !» Voilà, c'était comme ça. Et c'est une espèce d'Alzheimer, un truc comme Amour, et voilà. Un peu de seconde équipe de Jacques. Et j'avais fait, j'avais fait un petit peu tourner des petits trucs pour les films de Jacques, soit sur les génériques, soit des petites de seconde équipe, soit des trucs comme ça. Mais c'était vraiment la seconde équipe. Mais donc, non, j'avais aucune expérience. Mais bon, après, le scénario était précis. Il était précis sur la forme, il était précis sur ce que ça raconte. Si vous donnez un document qui est précis, qui comporte la forme du film, la narration et le truc, et qu'il est vraiment lisible comme ça, et que vous dites le film, ça va être ça. Et en plus, mon ambition comme réalisateur, c'est que ça soit ça. C'est de ne pas en faire les mains au mur, ça va pas être un truc foufou. J'avais ça comme ambition, que la réalisation ne vienne pas se mettre entre le scénario et dans l'histoire et le spectateur. Qu'elle vienne raconter l'histoire, vraiment. Et donc voilà, les gens, ça les a rassurés, ou je sais pas. Et puis, et du coup, on a eu effectivement, là, on a trouvé en 8 jours, pendant le festival, l'argent. Et puis les acteurs, ils ont dit oui. Et puis, enfin voilà. Mais tout ça, c'est sur le scénario. On a eu l'avance sur recette qui est formidable. Mais pareil, on a eu l'unanimité parce que le scénario était bien. Et puis voilà. Donc il faut bien les travailler, les scénarios. Il faut qu'ils soient bien précis. Et puis il faut qu'ils soient un peu ambitieux. Et s'ils sont ambitieux et précis, et vous avez un producteur qui dit ah ouais c'est super, c'est vrai que c'est pas mal. Non mais il y a ça aussi, je pense il y a aussi la force de conviction d'Alain Attal, qui est un producteur formidable parce que et ça je trouve que c'est vraiment génial, c'est que son seul critère c'est son plaisir de spectateur. Moi c'est comme ça que je comprends les choses. Et en fait son critère c'est de dire ok, sur une version c'est de dire je suis capable de le vendre parce que je l'aime au point de machin. Ouais. Donc, est-ce que je suis capable de le vendre ou pas ? Exactement, c'est comme ça qu'il se questionne. Il se dit, moi, je vais aller le vendre qu'à partir du moment où si le mec me dit c'est nul, je me lève et je me casse. Je me dis, t'es con, quoi, t'as rien compris. Voilà. Il faut qu'il soit convaincu. Il faut qu'il puisse dire ça. Il faut qu'il puisse dire au type en face, vous voulez pas le faire ? Tant pis pour il se casse. Ouais, voilà. Et quand il a le scénario qui est comme ça, il est... Et ça, c'est formidable. Il est imbattable après. Et il est très, très, très enthousiaste. Et donc, on va travailler jusqu'au moment où il arrive à ça. Mais ça veut dire qu'il faut, que ça lui plaise, et deux, que les trucs qui lui plaisent pas, on lui explique. Et du coup, on les refait pour qu'il les comprenne mieux. Et puis voilà. Et ça, c'est vraiment très agréable de travailler avec un producteur comme ça. Et vous aviez déjà travaillé avec lui ou avant ou pas ? Oui, on avait écrit un film pour lui qui s'est jamais fait. Qui était une comédie très, très drôle. Ouais. C'est une sombre histoire.
Comme souvent les comédies drôles. Une comédie finie en sombre histoire. Ouais. Et donc voilà. Et du coup, on n'a jamais plus écrit de comédie. On écrit que des trucs hyper pas marrants. On est assez sinistre. Ouais, surtout lui. Il y a d'autres questions ? Il y a une autre question de mademoiselle. Comment vous pouvez bonjour. Bonjour. Comment vous pouvez être précis et à la fois en 73 pages, parce que j'imagine c'était parce qu'il y avait pas beaucoup de dialogue et qu'est-ce que vous voulez dire par précis, jusqu'à quel point Précis sur la réalisation, précis sur comment va être le film, les sons, les trucs, est-ce qu'on est prêt, vos phrases il faut les écrire comme des plans quoi, vraiment très clairement, et puis il faut que chaque scène donne l'impression de ce que ça va être. Vous voyez ici, je sais pas quoi, il fait très chaud, et donc il va falloir commencer par non mais voilà, il va falloir commencer par ça, par un petit détail, et commencer par un petit détail dans le public, donc ça va donner une idée de comment ça va être filmé, voilà, ou alors ça va être un truc large, des bateaux et des machins, et puis voilà, et deux gars et une voix qu'on entendrait, maintenant on va comprendre que c'est un plan large. Vous voyez, où vous allez faire, je sais pas quoi, les lunettes de Noé, son truc d'attaque, et ben là ça va être un plan serré sur lui. Et donc on va comprendre comme ça, il faut rédiger, il faut un peu s'appliquer à ça, et que voilà, pour qu'on voit le film, et qu'on comprenne la sensation qu'on va avoir, est-ce que ça va être une scène comme ça, voilà, de mystère, de trucs, ou d'ambiance, de trucs très serrés, voilà. Et il faut bien l'écrire. Enfin, il faut bien l'écrire, il faut être précis. Donc voilà. Et ça, c'est l'avantage qu'on a quand on est scénariste et réalisateur, c'est qu'effectivement on peut avoir une précision à chaque fois dans l'écriture. Ah ouais. Mais je sais pas moi pourquoi les cow-boys, c'est un peu curieux, n'empêche j'ai pas de réponse sur pourquoi le scénario est. Il y a eu un engouement. Non mais concis. Même la précision du scénario, c'est quand même un peu un mystère. Ouais, c'est un peu un mystère, je suis d'accord. Et surtout qu'on a essayé de rallonger. Ouais, on n'arrivait pas à rallonger ce truc En fait, on a rallongé pas mal. Au moment des essais avec les comédiens. Ouais. On prenait des scènes pour les faire jouer, des trucs comme ça. Et là, on se disait, ah ouais, mais là, on va pas voir grand-chose, donc il faut rallonger. Et là, il faut que la scène porte plus. Et du coup, on faisait essayer des choses aux comédiens, on écrivait. On fait souvent ça pour des scènes avec les comédiens, on écrit des scènes en plus. Ou alors, on prend celle du scénario et puis on la prolonge. et donc voilà, et ça en fait c'est des trucs qui sont restés pour le film, des trucs qu'on a pris du coup des essais avec les comédiens qu'on avait écrits puis on a mis dans le truc. Vous avez fait beaucoup de répètes, beaucoup d'essais avec les comédiens avant ? Un peu, je crois que c'était pour me rassurer moi en fait, je crois que c'était pour moi parce que c'est le truc quand on est scénariste qu'on connaît pas, le truc qu'on peut pas mettre sur la page, on peut mettre toute la forme du film, tout le truc, les lunettes de Noé, les grands bateaux, ce que vous voulez, mais le genre, je sais pas quoi, mais ce qu'on peut pas mettre, c'est le travail avec le comédien. Ce qu'on peut pas mettre sur la page, c'est ça. C'est un truc qu'on va dire à l'oreille, on peut écrire, voilà, une scène pendant 2 ans, 8 versions, je sais pas quoi, et puis c'est El Palasol 2, c'est le sequel. Et donc on peut écrire un truc pendant 2 ans, et puis en fait vous allez dire un machin à l'oreille de l'acteur en disant ouais non, et puis là ça a tout changé. Ça, voilà. Mademoiselle. Si je peux poser une question. Oui, bonjour Catherine, donc en Avignon. D'après vous, pour avoir un bon scénario, il faut combien de temps pour alors écrire un scénario qui tienne bien la route, qui soit qui puisse être complet 2 ans. à tout point de vue. 2 ans. 2 ans, nous, mais 5, mais je pense que 2 ans, c'est suffisant. En 2 ans, vous pensez qu'on peut boucler un bon scénariste, un bon scénario, pardon. Aussi, boucler un bon scénario, ça prend moins de temps. Lapsus. On peut faire toutes sortes de choses, mais ça prend pas nécessairement 2 ans. C'est pas chaud. Ouais, ça dépend de l'argent qu'on a, ça dépend de... Ouais. Non, mais ça dépend un peu de... Oui, ça dépend un peu de plein de trucs, mais... Ça dépend de quelle est l'idée de départ, à quel point elle est claire ou pas, mais ça met 2 ans, je pense. Ouais. Des fois, ça en met 3. Ouais. C'était un peu le cas des cow-boys, mais c'est parce que c'est un projet perso, alors ça passe toujours derrière. C'est ça, le temps de travail ne correspond pas forcément à la qualité, parce que est-ce qu'en y mettant 3 ou 4 ans, est-ce qu'on a forcément un meilleur scénario que si on y travaille que pendant 2 ans? Ouais. Non, je sais pas sûr, parce qu'il y a aussi des errances. En revanche, c'est sûr qu'en 2 ans, on a un scénario meilleur qu'en 6 mois. Oui. Il y a un temps quand même qu'on peut pas... À un moment donné, il faut bien arriver à boucler. Après, de toute façon, c'est plein de contre-exemples. On dit tout le temps, lui, il a fait ça, il a écrit en 3 semaines, il s'est enfermé, je sais pas quoi, avec des médicaments. Mais c'est un scénario qu'il écrivait dans sa tête depuis 10 ans. Voilà, exactement. Mais vous voyez, on peut toujours peaufiner. À Noé, plein de fois avant qu'on se mette à écrire. Donc ça veut dire que avant de prendre des notes,
on a une idée, voilà, et donc elle va être plus ou moins précise et tout ça. Donc il n'y a pas vraiment d'exemple, mais ça prend quand même du temps. Moi, dans mon... Pensez que c'est important de le faire relire. Ce qui est important, c'est de le poser Ouais. et de le reprendre. Parce que là, on va comprendre plein de trucs sur la façon. Mais si on est continuellement en train de bosser dessus, on a du mal à voir. On n'a pas de recul nécessaire, quoi, souvent. Voilà. Et voilà. Merci. Non, mais je vous en prie. Je crois qu'il faut que je parte. Il y a une autre question? Alors moi j'en ai une petite. Ouais, bah c'est pas grave. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de relire un scénario qui avait déjà été qui était déjà un film? Ouais. Relire un scénario qui était déjà un film. Ah, de lire des scénarios sur des films qui existent déjà. Non, mais que tu as écrit, qui est devenu un film, et relire le scénario. Non. Non, ça m'est arrivé de le passer parce que les écoles, des fois, ils veulent savoir. Alors, du coup, j'ai passé des vieilles versions d'un prophète, ou de Rouillé d'os, je crois, un truc comme ça. Pour toi-même, non? Non, puis c'est obsolète. De toute façon, un scénario, c'est rien. En fait, c'est pas un objet en soi. En se disant surtout quand c'est devenu un film. C'est un objet temporaire, vous voyez. Le film, ça va être ça pendant le moment où on va chercher des financements, on va parler à des acteurs, un truc. Puis à un moment, le film, ça va être autre chose. Et donc, c'est vraiment caduc. T'as relu, toi, des scénarios que t'avais écrits? Non, même revoir les films, ça m'arrive peu. Des fois, des traitements. Moi, j'ai relu. Les versions... Les traitements, ça, c'est très tôt. Ouais, des trucs, ça, c'est vraiment intéressant. Pour voir un peu le cheminement de l'histoire. Ouais. Pour voir le cheminement, pour voir la forme qu'on avait décidé de prendre dans l'écriture même du traitement. Voir si cette forme-là, elle tenait la route. Ça, oui, des traitements, ça m'est arrivé de relire. Ouais, c'est vrai. Mais les scénarios, pitié. Il faut que je parte. Ouais. Il y a le déjeuner de Frémaux. Je suis désolé, je vais avoir invité à un truc. Je dois partir. Oui, génial. Juste très vite, grosse différence entre le traitement et le scénario final? Des cow-boys? Ouais. Non. Pas du tout. Non. Mais c'est... ouais, non. C'est curieux, mais non. Bon. Eh ben, on va vous remercier. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Merci. Et bonne chance à vos 2 films, Noé et Thomas. Et bonne chance à vos 3 films, Thomas. Ouais. Hein, bonne chance à Noé. On croise les doigts. Super. Merci en tout cas. Merci à vous. Merci à tous.